Devant le juge, mon fils m'a pointé du doigt avec haine et a crié « Cette vieille ne sait que dilapider ce qu'elle ne mérite pas. » Il exigeait tout l'héritage que mon mari m'avait légué par testament. Le magistrat hochait la tête, impassible, tandis que l'avocate de mon fils souriait froidement. Il se sentait déjà victorieux, avant même le verdict. C'est alors que j'ai prononcé 3 mots qui ont fait pâlir le visage du juge. Mes doigts tremblaient sur la table en chaîne sombre. Mon fils, Julien, me fixait comme si j'étais une étrangère, non pas la femme qui avait passé des nuits blanches à son chevet durant ses fièvres d'enfance, ni la mère qui avait renoncé à ses rêves pour lui offrir un avenir digne. Cette vieille ne sait que brûler l'argent qu'elle n'a pas mérité, lança-t-il d'une voix que je n'aurais jamais reconnue comme la sienne. Elle était venimeuse, pleine de mépris, issue même du sang que j'avais donné à la vie. Le juge Laurent feuilletait des papiers sans émotion, indifférent. À ses côtés, me Sophie Mercier, défenseur de Julien, portait un tailleur gris impeccable et m'observait avec dédain depuis l'instant où j'étais entrée. Elle souriait avec arrogance, sûre de sa victoire. Mes genoux flanchèrent. J'ai 72 ans, et jamais je n'aurais imaginé finir ainsi, dans un tribunal, jugé par l'unique fils que j'ai élevé avec tant d'amour. Il exigeait chaque euro de la fortune que mon mari, Henri, m'avait légué 6 mois plus tôt, avant de quitter ce monde. Ni Julien, ni le juge, ni cette femme au regard glacial ne connaissèrent le secret le plus profond. Mon propre fils ignorait que j'allais révéler 3 mots capables de tout changer, des mots qui feraient blanchir le visage du magistrat et réduiraient Julien au silence à jamais. Si vous avez déjà été trahi par celui qui jurait de vous aimer, si quelqu'un que vous avez façonné de vos propres mains vous a un jour tourné le dos à cause de l'argent, vous devez entendre ce qui s'est produit ensuite. Ce n'est pas seulement mon histoire. C'est celle de toutes les mères oubliées, sous-estimées et utilisées par leurs enfants. Il y a 6 mois, ma vie était différente. Henri respirait encore, faible mais présent, s'accrochant à chaque journée malgré le cancer qui rongeait ses forces. Nous étions heureux, à notre manière. 45 ans de mariage nous avaient appris que l'amour véritable ne se mesure pas aux jours heureux, mais à la capacité de traverser ensemble les moments difficiles. Henri avait les mains calleuses et un cœur généreux. Quand nous nous sommes mariés, il ne possédait qu'un vieux camion et le rêve de créer sa propre entreprise de transport. Je nettoyais des maisons pour l'aider à payer le carburant. Nous avons vécu des mois entiers à manger des pâtes bon marché, juste pour économiser quelques euros. Mais nous y sommes parvenus. Avec des sacrifices, des nuits sans sommeil, des douleurs au dos et des larmes retenues, nous avons construit quelque chose à partir de rien. Un camion est devenu 2, puis 5, puis 20. Nous employons 50 familles. Nous avons acheté la maison où Julien a grandi, où nous avons célébré chaque anniversaire, chaque Noël, chaque réussite. Nous lui avons offert tout ce que nous n'avions jamais eu. Des écoles de qualité, des vêtements neufs, des voyages, des opportunités. Henri disait toujours « Je travaille comme un forçat pour que notre fils n'ait jamais à endurer ce que nous avons traversé. » Et Julien était un bon garçon affectueux, respectueux, attentionné. Il venait nous voir chaque semaine, me serrait dans ses bras et me disait « Maman, tu es la meilleure. » Tout a changé il y a 3 ans. Julien a rencontré Camille lors d'une conférence professionnelle. Elle était irréprochable. Tailleur cher, talons hauts, parfum trop fort comme si elle voulait annoncer qu'elle n'appartenait pas à notre monde. Dès sa première visite chez nous, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Une mère voit parfois l'invisible. Camille a parcouru les pièces non pas comme une invitée, mais comme une experte évaluant la valeur des meubles, des œuvres d'art, des appareils électroménagers. Elle parlait poliment, mais chaque mot cachait un mépris dissimulé. Julien était amoureux, ou croyait l'être. 6 mois plus tard, ils se sont mariés à la mairie. À la mairie, Henri a serré ma main et murmuré « J'espère que nous nous trompons à son sujet. » Mais je le savais déjà. Nous ne nous trompions pas. Après le mariage, Julien a commencé à venir de moins en moins. D'abord toutes les 2 semaines, puis mensuellement, puis uniquement lors d'occasions spéciales. Toujours avec des excuses, le travail, les embouteillages, des engagements avec la famille de Camille. Quand il apparaissait, elle l'accompagnait, les yeux scrutant la maison comme si tout lui appartenait déjà.
Pendant ce temps, Henri est tombé malade. Le diagnostic fut cruel. Un cancer du pancréas à un stade avancé. 6 mois, peut-être 1 an, dirent les médecins. J'ai appelé Julien en pleurant. Nous avions besoin de lui. Il est venu, mais Camille est restée dans la voiture. Elle déteste les hôpitaux, a-t-il justifié, comme si la mort n'était qu'un désagrément mineur. Je suis restée silencieuse, mais Henri m'a regardée de ses yeux fatigués, encore lucides. Il n'avait pas besoin de parler. Nous avions déjà compris. Durant ces derniers mois, je l'ai soigné avec tout ce qui me restait. Je lui donnais ses médicaments, le lavais, lisais ses livres préférés, tenais sa main durant les nuits de douleur, comme il l'avait fait pour moi lors de l'accouchement de Julien. Mon fils apparaissait rarement, toujours pressé, toujours avec Camille, qui attendait dehors. Pour eux, la mort de leur père n'était qu'un obstacle entre réunions et agenda chargés. 2 semaines avant son départ, Henri a fait venir notre avocate de confiance, Élise Dubois. Elle est arrivée rapidement et s'est enfermée avec lui dans le bureau pendant 2 heures. Je me suis assise dans le couloir, écoutant des murmures étouffés. Quand elle est ressortie, ses yeux étaient humides. Elle m'a embrassée et m'a dit doucement « Madame Élodie, votre mari est un homme très sage. Faites-lui confiance, même quand il ne sera plus là. » Je n'ai pas compris sur le champ, mais j'ai senti. À cette époque, mon monde se résumait à des médicaments, de la fièvre et la respiration faible d'Henri. Il est décédé à la maison, dans notre lit, tenant ma main. Ses derniers mots furent « Pardonne pour ce qui va arriver ensuite. C'était nécessaire. » Avant que je puisse poser une question, il était parti. Je suis restée des heures, sa main froide contre mon visage. La moitié de la ville a assisté à l'enterrement. Chauffeurs, mécaniciens, expéditeurs 50 familles qui dépendaient du salaire de l'entreprise. Julien était là, en costume noir, à côté de Camille, vêtu d'une robe rouge vif, inappropriée pour un enterrement. Il n'a pas pleuré. Pas une larme pour l'homme qui l'avait sorti de la misère. 1 semaine plus tard, Élise est venue me voir avec une épaisse chemise cartonnée. Nous nous sommes assises sur le canapé où nous avions vieilli ensemble. « Je dois vous lire le testament d'Henri », a-t-elle dit fermement. J'ai acquiescé, prête à entendre l'évidence. La maison, l'entreprise, les comptes, tout pour moi, puis pour Julien. Mais il y avait davantage. Henri avait écrit de sa main « Tout mon patrimoine sera administré par mon épouse, Élodie Moreau, jusqu'à ce qu'elle juge opportun. Mon fils, Julien Moreau, recevra sa part uniquement lorsqu'il aura fait preuve de caractère, d'honnêteté et de respect, valeurs que j'ai tenté de lui enseigner toute ma vie. » Je suis restée figée. « Cela signifie qu'Henri a vu ce que vous ne vouliez pas voir, » expliqua Élise. Il aimait Julien, mais ne faisait pas confiance à ceux qui l'entouraient. Cette clause protégeait tout ce que nous avions construit. Il y avait aussi une autre partie, secrète. « Mais il est encore trop tôt pour cela, » dit-elle. Henri a prévu quelque chose au cas où Julien irait trop loin. 3 jours plus tard, lors de la lecture officielle, Julien entendit que je contrôlerais tout. Son visage s'est crispé. Camille a serré les lèvres jusqu'à les rendre blanches. Ils sont restés silencieux, mais je voyais la tempête se former. J'ai essayé d'avancer. La maison sans Henri semblait un tombeau. Sa tasse était encore dans la cuisine, sa chemise dans l'armoire. La nuit, j'étendais la main et ne trouvais que des draps froids. Julien a cessé de venir. Mes appels restaient sans réponse. « Maman, je suis occupée. » Promis. La semaine prochaine. Mais cette semaine n'arrivait jamais. 2 mois après l'enterrement, il m'a appelé. « Maman, on voudrait t'inviter à dîner. On doit parler. » Mon cœur s'est emballé. Était-ce une réconciliation? J'ai préparé sa tarte aux pommes préférée et suis allée chez eux, portant de l'espoir. Camille a ouvert la porte sans sourire. « Entrez », a-t-elle dit sèchement. L'appartement ressemblait à une page de magazine de décoration. Meubles coûteux, ton froid, pas une seule photo de famille. Julien était dans le salon, un verre de vin à la main, ne s'est même pas levé. J'ai posé la tarte sur la table. Personne n'y a touché. Le dîner fut tendu.
Camille parlait à peine, me lançant des regards acérés. Julien mangeait en silence, comme s'il cherchait des réponses dans son assiette. J'ai tenté de lancer une conversation légère, mais elle a lâché sa fourchette avec force. En réalité, nous voulons parler de l'héritage d'Henri. Mon cœur s'est glacé. De l'argent? Ai-je demandé, feignant l'innocence. Ne jouez pas les naïves, Élodie, répliqua Camille, froide. Nous savons qu'Henri a laissé une fortune. L'entreprise vaut des centaines de millions, il y a des biens immobiliers, des comptes, et vous contrôlez tout. Julien a tenté d'intervenir, mais sans conviction. Julien est le seul fils, l'héritier légitime. C'est injuste qu'une femme de votre âge, qui n'a jamais vraiment travaillé, garde tout. Ces mots m'ont frappé comme des gifles. Jamais travaillé? Ma voix tremblait. J'ai nettoyé des maisons pendant 10 ans pour qu'Henri achète son premier camion. J'ai élevé votre mari. J'ai tenu cette maison pendant qu'il construisait tout. Nettoyer par terre, ce n'est pas du travail, répondit-elle avec mépris. N'importe quelle femme fait ça. J'ai regardé Julien, espérant qu'il défende sa propre mère. Mais il tournait son verre, silencieux. Toi aussi, tu penses ainsi? Ai-je demandé, la voix brisée. Il a levé les yeux et j'y ai vu pire que de la haine, de l'indifférence. Maman, sois raisonnable, a-t-il dit. Lasse, tu n'as pas besoin de tout cet argent. Tu es seule dans une maison immense. Pourquoi ne me laisses-tu pas développer l'entreprise? Je peux multiplier ce que papa a fait. Ton père a laissé des instructions claires. Ai-je répondu, retenant mes larmes. Camille a ri méchamment. Bien sûr. Il était bourré de médicaments, manipulé par vous. Je me suis levée si vite que la chaise a failli tomber. Henri était lucide jusqu'au bout. Il a fait cela pour protéger ce qu'il avait construit. Protéger contre qui? A crié Camille. Contre son propre fils? Vous êtes égoïste, manipulatrice, une sangsue. Je suis sortie de l'appartement le cœur en morceaux. Je n'ai même pas repris la tarte. J'ai conduit en pleurant, presque aveuglée. Ses paroles résonnaient. Sangsue, vieille, gaspilleuse. Mais le pire, c'était que Julien m'ait laissé être humiliée chez lui. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Assise sur le lit où j'avais dormi 45 ans avec Henri, j'ai murmuré « Pourquoi as-tu fait ça? Savais-tu que cela finirait ainsi ?» Les photos ne répondent pas. Les morts gardent leurs secrets. Dans les semaines suivantes, le silence fut mon compagnon. Julien a appelé une fois, avec des excuses répétées. « Maman, Camille s'est emportée. Mais comprends, nous avons besoin de cet argent. Ton père a mis tout cela à mon nom pour une raison. » Ai-je répondu. En moi, la douleur commençait à se transformer en pierre. Quand viendra le moment, tu auras ta part, mais pas ainsi. Et quand sera ce moment? A-t-il rétorqué. Quand tu auras 90 ans? Ce n'est pas juste. Il a raccroché violemment. Je suis restée à écouter la tonalité occupée, comme l'écho de mon cœur qui se brisait. Je ne savais pas que les pires coups devaient encore venir, ni que, dans les papiers d'Henri, se cachait une vérité qui changerait tout. J'ai décidé de ne pas m'effondrer. Si je tombais, l'entreprise s'effondrerait aussi. J'ai commencé à fréquenter le bureau, à étudier les contrats, les rapports. Élise me guidait patiemment. Plus j'enquêtais, plus la génialité d'Henri devenait claire. Tout était organisé, documenté, sécurisé. Mais un jour, j'ai trouvé des justificatifs de virements suspects, 200 000 €, 300 000, 150 000, avec son écriture, prêt personnel, Julien, confidentiel. Il y en avait des dizaines au cours des 2 dernières années. Qu'est-ce que c'est? Ma voix affaiblit. Henri couvrait les dettes de Julien, expliqua Élise. Il disait que c'était temporaire, mais il ne vous l'a pas dit parce qu'il savait que vous vendriez tout pour le sauver. Il tentait de protéger l'entreprise et moi. Je me suis assise dans le fauteuil d'Henri, entourée par l'odeur de son eau de toilette. Parmi les papiers, j'ai trouvé une enveloppe portant mon nom, écrite d'une main tremblante. « Ma chère Élodie, lisait-on. Si tu lis ceci, Julien doit déjà te harceler pour de l'argent. » Ce qui suivait était dévastateur. Julien était accro au casino en ligne et aux paris sportifs.
Henri avait remboursé des millions de dettes, d'abord 300 000 euros, puis 500 000. Camille était au courant et l'encourageait. Elle-même avait des dettes sur ses cartes et emprunts. Ils s'étaient mariés non par amour, mais par nécessité financière. Henri avait compris que, s'il continuait à payer, il ruinerait l'entreprise. Alors, il avait arrêté et rédigé le testament. Je ne t'en ai pas parlé avant parce que tu aurais tout vendu pour le sauver. Mais certaines personnes ne veulent pas être sauvées, elles veulent juste plus. C'est pourquoi je t'ai donné le pouvoir final. J'ai pleuré comme jamais. Henri voyait clairement ce que je refusais de voir. Maintenant, outre le deuil, je portais une pierre dans la poitrine. Obéir à mon mari ou sauver mon fils à tout prix. 3 mois après l'enterrement, l'interphone a sonné. C'était un huissier avec une assignation. Julien m'avait poursuivi exigeant tout. L'entreprise, les biens immobiliers, même la maison où je l'avais élevé. La requête affirmait que moi, à 72 ans, étais incapable de gérer des affaires, facilement manipulable. Mon fils ne voulait pas seulement l'argent, il voulait me faire déclarer folle, m'effacer publiquement. J'ai immédiatement appelé Élise. Elle est arrivée le soir même et a dit « Je savais qu'ils en arriveraient là. » Henri l'avait prévu. « Vous souvenez-vous de la clause spéciale ?» a-t-elle demandé. J'ai acquiescé. Elle a ouvert une nouvelle chemise. Si Julien engage une procédure judiciaire contre vous, tente de vous faire déclarer incapable ou de vous priver de l'héritage, il perdra automatiquement tous ses droits. Tout le patrimoine resterait entre mes mains pour que j'en dispose comme bon me semble. Si je vais au tribunal, il perd tout? Ai-je demandé. Exactement, a confirmé Élise. Henri a compris. Si le fils ose poursuivre sa mère, l'homme que vous avez élevé n'existe plus. Elle m'a montré des rapports. Julien devait 1,5 million d'euros en jeu. Camille, 1 million de plus. Remettre l'entreprise entre leurs mains, c'était la condamner à la ruine et sacrifier 50 familles. C'est un choix entre culpabilité et bon sens, a dit Élise. Puis elle m'a tendu une chemise marron. J'ai engagé un détective. Lisez cela quand vous aurez la force. Pendant des jours, j'ai évité de l'ouvrir. Je savais qu'en le faisant, mon ancienne vie disparaîtrait. 2 semaines avant l'audience, j'ai cédé. J'ai préparé un thé, me suis assise à la table et l'ai ouverte. Camille avait déjà été mariée 2 fois, les 2 maris s'étaient retrouvés endettés et abandonnés. Il y avait des photos d'elle dans des casinos, signant des documents, entrant dans des hôtels avec un autre homme. Les dates coïncidaient avec les derniers mois d'Henri. Pendant que mon mari mourait, elle trompait Julien et le poussait à me poursuivre. J'ai passé des jours dans l'angoisse. J'ai appelé Julien 3 fois, mais j'ai raccroché avant la sonnerie. La 4e fois, Camille a répondu « Qu'est-ce que vous voulez, Élodie ? Je dois parler à mon fils. Il est occupé. Il se prépare à récupérer ce qui lui revient de droit. Nous pouvons éviter cela. » ai-je imploré. « Parlons en famille. » Elle a ri méchamment. « Vous avez cessé d'être une famille le jour où vous vous êtes approprié l'argent. On se retrouve au tribunal, vieille. Préparez-vous à tout perdre. » À cet instant, mon dernier espoir s'est transformé en poussière. Julien avait fait son choix. Il ne me restait plus qu'à faire le mien. La veille de l'audience, j'ai relu la lettre d'Henri. Je n'ai pas pleuré. J'ai ressenti une étrange sérénité. « Très bien, » ai-je dit à sa photo. « Je vais accomplir ta volonté. » J'ai dormi paisiblement. Je me suis réveillée tôt, j'ai mis une robe couleur perle, celle qu'Henri disait me rendre digne, et me suis maquillée soigneusement. Dans le miroir, j'ai vu une femme qui avait bâti un empire de ses propres mains, élevé un fils, survécu à la mort de l'amour de sa vie, et qui tenait encore debout. Je n'étais ni faible, ni folle, ni incapable. C'était précisément cette femme que j'allais montrer au tribunal. Élise est venue me chercher. « Ils vont essayer de vous présenter comme une vieille confuse », m'a-t-elle prévenue. Laissez-les creuser leur propre tombe. Le palais de justice était imposant et froid. Nous sommes arrivés tôt. Julien est entré en costume noir, le visage dur, méconnaissable. Camille, en robe crème et talons hauts, souriait comme si elle avait déjà gagné. Ils sont passés près de moi comme si j'étais invisible. Son avocate, me Sophie Mercier, m'a serré la main froidement. Le juge est entré, cheveux gris,
Regard perspicace. L'affaire a été appelée. Julien Moreau contre Élodie Moreau. Sophie a commencé. Mon client, fils unique d'Henri Moreau, a été lésé. Toute la fortune, y compris l'entreprise de transport, évaluée à 30 millions d'euros, est au nom d'une dame de 72 ans, sans formation en gestion. Elle a affirmé que je menaçais le patrimoine et les employés. Elle a présenté des témoins faux. Un consultant qui n'existait pas. Une connaissance de Camille qui m'a qualifiée d'agressive. Julien est monté à la barre et a menti effrontément. Ma mère a toujours été autoritaire. Elle ne me laissait jamais seule avec mon père. Elle a tout préparé pour garder tout. J'ai crié. C'est un mensonge. Le juge a frappé du marteau. Dernier avertissement. Camille a témoigné ensuite, théâtralement. J'ai essayé de me rapprocher, mais elle m'a traité froidement. Elle nous accusait de vouloir son argent. Sophie a conclu. Nous demandons que Élodie soit déclarée partiellement incapable et que tout soit transféré à Julien. Le juge nous a regardés. La défense? Élise s'est levée. D'abord, écoutez la défendresse. Je suis allée à la barre, les jambes tremblantes. Je suis Élodie Moreau, 72 ans, épouse d'Henri pendant 45 ans, mère du demandeur. Mon fils me poursuit pour tout prendre et me déclarer folle. Je me suis tournée vers Julien. Tu as dit que je n'avais jamais travaillé? Pendant 10 ans, j'ai nettoyé des maisons pour que ton père puisse faire le plein de son camion. Pendant 20 ans, j'ai géré l'entreprise. J'ai présenté des rapports neurologiques. 3 spécialistes confirment. Mon esprit est intact. Nous avons montré des bilans. Sous ma gestion, les profits avaient augmenté de 22%, les salaires avaient été revalorisés, les dettes remboursées. Le juge a examiné les documents, surpris. Les chiffres sont excellents, a-t-il admis. Élise a alors révélé le testament complet. Henri a fixé des conditions pour que Julien hérite. Emploi stable, respect envers sa mère, intérêt sincère pour l'entreprise. Et une clause spéciale. Si Julien la poursuit, il perd tout automatiquement. Elle l'a lu à haute voix. Le silence fut absolu. Julien n'a pas lu. Papa n'aurait pas fait ça. Le juge a confirmé. Le document est légal, enregistré, accompagné d'un certificat médical. Puis, Élise a exposé les dettes de jeu de Julien, 5 millions d'euros, et celles de Camille, 1 million, ainsi que les photos de son adultère. Camille a crié « C'est un piège ». Julien a regardé les photos et s'est effondré. « Tu m'as trompé pendant que mon père mourait ?» Elle a répondu froidement « Nous étions là pour l'argent. » Au moins, moi, je ne me faisais pas d'illusions. Après 30 minutes de délibération, le juge est revenu. « Julien Moreau, votre père vous a soumis à un test de caractère. Vous avez échoué. Vous avez accumulé des dettes, tenté de faire déclarer votre mère incapable, présenté de faux témoins. La requête est rejetée. En vertu de la clause spéciale, vous perdez tous vos droits à l'héritage. Tout reste à Élodie Moreau. » Le marteau a retenti. Silence total. Je suis sortie sous le soleil éclatant, sans sentir la victoire, seulement un vide là où il y avait eu une famille. Dans les mois qui ont suivi, j'ai créé une fondation dotée de 12 millions d'euros pour aider les victimes de dépendance et d'arnaques financières. L'entreprise de transport est désormais gérée par un conseil composé d'employés. Julien, selon ce que j'ai appris, est devenu chauffeur, rembourse ses dettes et participe à des groupes de soutien. Nous ne nous parlons pas, mais je sais qu'il essaie de recommencer. Henri avait écrit dans sa dernière lettre « Parfois, le plus grand acte d'amour est de laisser son enfant tomber, afin qu'il apprenne à se relever. Aujourd'hui, je vis seule, mais avec dignité, un but et la conscience tranquille. J'ai défendu non seulement des biens, mais des valeurs. Et maintenant, je vous pose cette question, à vous qui lisez cette histoire. Quand l'argent met à l'épreuve l'amour de vos enfants, auriez-vous le courage de dire « non », même si cela signifie les perdre?